Bonjour à toutes et à tous. Roxane Chambaud-Olivesi, avocate en droit de l'environnement et en charge de la pratique droit de l'environnement au cabinet FIDAL à Lyon. Top. Alain? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alain Junot, donc je suis responsable du département RSE du groupe AFNOR et aussi président de Responsibility Europe, qui est un réseau européen qui fédère les entreprises labellisées RSE en France et en Europe. Génial. Gildas? Salut, moi je suis Gilda Bonnel, je suis le fondateur et président de l'agence CIDIES. C'est une agence de communication qui est exclusivement dédiée au sujet de responsabilité sociale et environnementale des marques et des organisations. Et je suis patron de la commission RSE de l'AACC, le syndicat professionnel des agences de com. Top. Top, top. Alors, je vois dans les participants qui nous rejoignent petit à petit qu'il y en a beaucoup qui touchent de près ou de loin à la RSE et à la communication. Je vois notamment qu'il y a Raphaël de Circulaire, je vois également Ludivine de BRD. Ce que je vous propose, c'est de commencer par une petite intro en attendant les quelques personnes qui vont se connecter dans les prochaines minutes. Alors, pourquoi est-ce qu'on organise cette conférence sur le thème de la RSE, de la communication? Tout simplement parce qu'on échange avec de nombreuses entreprises et beaucoup d'entre elles nous disent qu'elles font des choses en termes de RSE, qu'elles ont une stratégie qui se met en place, elles investissent du temps et de l'argent, mais pour beaucoup d'entre elles, elles ont un petit peu peur de communiquer sur ce qu'elles font parce qu'elles voient passer de temps en temps des bad buzz, des critiques, notamment de greenwashing, quand une entreprise, notamment une grande entreprise, se met à communiquer sur ce qu'elle fait en termes de RSE. Et donc, elles sont en quelque sorte un petit peu frieuses de s'engager là-dedans et beaucoup préfèrent investir dans la RSE et ne pas en parler, ni à leurs collaborateurs, ni en externe, ce qu'on trouve un petit peu dommage, parce qu'au final, si on s'engage dans la RSE, il vaut mieux le montrer, le faire savoir pour que ça vienne enrichir cette démarche RSE, ces démarches d'impact, et venir alimenter ces investissements en termes ces investissements dans ces démarches-là. Alors, peut-être pour commencer, ça peut être intéressant d'aborder le thème de pourquoi est-ce que ça peut être intéressant et pertinent de communiquer sur ces enjeux de RSE, sur sa démarche, de différentes manières. Gildas, hier, on en avait parlé assez rapidement. Et d'après toi, tu avais un point assez appuyé sur le fait que l'entreprise qui ne communique pas aujourd'hui sur sa RSE se met en difficulté. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette vision? Alors, je me suis peut-être pas fait comprendre, mais c'est vrai qu'on en a parlé rapidement. En fait, ce n'est pas l'entreprise qui ne communique pas, c'est l'entreprise qui ne dit rien est une entreprise qui communique un silence assourdissant. Tu vois, c'est-à-dire que se taire, pensez toujours quand vous arrivez chez des copains, vous rencontrez des gens que vous ne connaissez pas, celui qui ne dit rien, quand même, il est dans une posture. Et donc, aujourd'hui, dans un monde extrêmement ouvert où les consommateurs citoyens, les collaborateurs s'intéressent quand même et apprennent et ont appris à décrypter et à soulever le capot pour comprendre le sens de ce que font les acteurs économiques. Aujourd'hui, quand on ne dit rien, ça veut dire qu'on ne fait rien au mieux ou qu'on cache quelque chose au pire. Donc, ouais, moi, je pense que le gros sujet, c'est d'assumer ce qu'on est dans le monde. Et donc, aujourd'hui, les entreprises, petites ou grandes, elles doivent quand même avoir une position par rapport au monde et au mouvement du monde tel qu'il est, tel qu'il va. On ne peut pas être uniquement intéressé sur ses activités, son ADN et son écosystème propre. On a compris qu'on était interconnectés les uns les autres, les entreprises, les écosystèmes entre eux, et puis ce qu'on appelle dans la RSE les parties prenantes, c'est-à-dire le monde autour. Donc, une communication, c'est aussi le moyen d'embarquer tous ces publics, c'est du jargon de communicant, mais en tout cas, d'embarquer tous ceux qui ont de près ou de loin affaire avec l'activité de l'entreprise pour qu'ils y contribuent. Et c'est ce qui est formidable dans le sujet de la RSE. C'est peut-être le quatrième pilier du développement durable. Au début, il y avait un pilier culture qui a été enlevé. Mais en fait, c'est le même signifiant, c'est-à-dire le fait d'engager les autres
dans la relation pour pouvoir faire aboutir des projets, et pour pouvoir expliciter là où l'on va. C'est absolument critique pour réussir la transition. Et on voit donc de nombreux nouveaux articles et nouvelles études qui sortent en ce moment et qui montrent qu'il y a un intérêt, une attente très forte à la fois de la part des salariés, mais aussi des clients en B2B et des consommateurs autour des enjeux de RSE. Alain, dans ton expérience à l'AFNOR, quels sont les retours sur investissement potentiels qu'on peut avoir quand on communique bien sa RSE? Et pourquoi est-ce qu'il faut pouvoir communiquer cette RSE, justement? Déjà, il y a un lien de cause à effet entre communication et performance. Pourquoi? Parce que plus une entreprise est transparente, ça veut dire qu'elle a compris les attentes de ses parties prenantes et que quelque part, elle est redevable de ses actions vis-à-vis de ses parties prenantes. Or, les études qui ont été menées par des chercheurs aujourd'hui convergent toutes vers le même constat et la même conclusion. Plus une entreprise s'ouvre à ses parties prenantes, plus elle devient transparente et donc plus elle communique. Voilà. Donc, on pourrait se poser la question, si je reviens sur ce que vient de dire Gildas, finalement, une entreprise qui ne communique pas, est-ce que quelque part, elle a compris quelles étaient les attentes de ses parties prenantes? Voilà, c'est un point fondamental. Je pense que ça, c'est au cœur de la performance de toutes les entreprises qui sont aujourd'hui engagées dans des démarches RSE. Le lien de cause à effet maintenant est complètement confirmé. Dès lors que je comprends les attentes de mes parties prenantes, ça veut dire que je comprends mon écosystème, je suis en capacité d'anticiper les évolutions à court terme et moyen terme, et je suis en capacité d'adapter et voire d'être dans des situations disruptives de modèles d'affaires. Donc, je pense qu'il y a un point qui doit être vraiment associé sur communication, transparence, partie prenante. Autre élément, ce qui ressort, alors si je parle des labels, finalement, ce qui aide les entreprises, c'est à ne pas se tromper de sujet lorsqu'on communique. C'est-à-dire, il est toujours agréable de pouvoir se raccrocher, en tout cas s'appuyer sur un cadre de référence sur lequel l'entreprise va pouvoir bâtir sa communication pour se dire, finalement, si je suis une entreprise de l'industrie chimique qui pollue à tout va, mais qui communique sur son sponsoring, ça ne va pas trop le faire, ça. Et donc, quelque part, il doit y avoir un lien dans la communication sur la capacité de l'entreprise à mettre en avant, finalement, ces grands enjeux en matière de contribution au développement durable. Voilà. Et donc, ne pas se tromper à la fois de cible, vers qui je communique, mais également de sujet. Voilà. On voit souvent, et malheureusement, certaines entreprises, lorsqu'elles décident de communiquer, finalement, on se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment le sujet sur lequel elles devraient communiquer aujourd'hui? Mais peut-être qu'elle ne communique pas aussi parce qu'elle n'est pas consciente peut-être aussi de son niveau de performance et de la perception de ses parties prenantes sur ces sujets clés. Nous, on s'en est aperçu. Souvent, il y a une sorte de réserve de la part des entreprises à communiquer, justement par peur du jugement. Et dès lors qu'elles ont été évaluées par un tiers qui a mis en avant, et dès lors que ce tiers a également fait une étude de perception de ses parties prenantes, eh bien, l'entreprise est d'autant plus à l'aise, du coup, et quelque part se libère. Voilà ce que j'aurais à dire sur ce sujet-là. Ok. Donc communiquer, oui, mais pas n'importe comment. On va voir justement après quelles sont les bonnes pratiques pour bien communiquer sa démarche. Peut-être Roxane, juste avant, on a beaucoup vu passer d'études qui montrent qu'il y a un intérêt très fort. Une étude en B2C montre que plus de 8 Français sur 10 ont déjà changé leur façon de consommer pour consommer avec impact. Et ça, c'est une étude de BPI France qui a été réalisée en 2019. Et chez Fidal, Roxane, est-ce que tu as ressenti un intérêt ou des attentes au niveau des salariés, mais également au niveau des donneurs d'ordre et des clients en B2B? Est-ce que ce sont des attentes assez fortes qu'ils ont de leur côté? Alors oui, nous, chez Fidal, on a un certain nombre de demandes ou du moins d'interrogations de la part des clients. Donc, moins des grands groupes qui ont en fait bien intégré l'intérêt d'une part d'avoir une démarche RSE, mais aussi de communiquer dessus, au-delà de leurs obligations réglementaires en termes de DPEF ou de plan de vigilance. Mais nos clients qui sont PME ou OTI ont bien en tête qu'il faut
s'intégrer justement dans cette démarche qui est amorcée par les grands groupes, ne serait-ce que pour avoir une vraie position de force, si ce n'est d'équilibre, dans le cadre des différentes négociations commerciales, ou même dans le cadre de différentes réponses à des appels d'offres. On voit de plus en plus de clauses relatives justement à ces démarches RSE et ces démarches volontaires à impact. Donc vis-à-vis des clients, ça commence à être bien intégré. En tout cas, nous, on pousse justement sur ces différentes thématiques. Et vis-à-vis des salariés, c'est intéressant que tu nous poses la question. Noël, c'est pas pour faire de la pub pour Zeil, mais nous, on va justement mettre en place la démarche Zeil au sein du cabinet, parce que justement, on a eu des remontées de la part des différents collaborateurs qui voulaient être pleinement intégrés dans la démarche. Et donc, c'est intéressant de se dire qu'un acteur économique comme un cabinet d'avocats, c'est que lui-même, dans le cadre de sa fourniture de prestations de services, mais qui sont des prestations juridiques, doit mettre en avant justement une démarche RSE. Donc, je suis d'accord avec mes co-participants sur le fait que ça touche tout le monde, d'une part d'amorcer la démarche, mais également de communiquer dessus. Et ça revient à une étude qu'on a vue passer de la part de LinkedIn qui montrait que plus de 2/3 des jeunes aujourd'hui voulaient travailler pour une entreprise qui avait un impact positif. Donc, il y a clairement un intérêt à communiquer, surtout si on fait les choses bien. Mais le point central de cette conférence, c'est de voir justement comment est-ce qu'on fait pour communiquer cette RSE, pour pouvoir bénéficier de l'intérêt potentiel du niveau RH et du niveau commercial, tout en évitant de faire du greenwashing et d'être critiqué pour ça. Donc, vraiment, toutes les bonnes pratiques qui peuvent exister. Alors, avant de rentrer dans les bonnes pratiques sur la communication RSE volontaire, est-ce qu'on pourrait faire un petit tour d'horizon sur ce qui légalement existe pour encadrer cette communication RSE? Roxane, je crois que tu as pas mal de connaissances sur ce point-là. Oui, j'ai un certain nombre de choses à vous dire. L'intérêt, je pense, de ma participation à ce webinaire, au-delà des différents indicateurs et des réflexes, si je puis dire, qui vont vous être donnés par Gildas et d'Alain, c'est un petit peu de borner juridiquement ce qu'on entend par greenwashing. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de définition juridique au sens strict de ce qu'est le greenwashing ou éco-blanchiment. Mais on a eu 2 lois, et notamment 2 lois récentes, donc la loi AGEC, que certains de vos participants connaissent très bien, et la loi climat, qui en fait ont entériné un certain nombre de dispositions qui sont contraignantes et qui nous permettent d'avoir un cadre de référence, pour reprendre l'expression d'Alain, sur ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire de façon encadrée. Donc, je pense que c'est vraiment la démarche qu'il faut avoir lorsque l'on souhaite communiquer en tant qu'entreprise d'une part, ou en tant que communicant ou annonceur, c'est vraiment avoir cette grille de lecture. Et donc, le double intérêt en fait de ces dispositions, c'est d'une part de vérifier la véracité des allégations qui sont faites, dans le but ultime en fait de s'assurer qu'il n'y ait pas de tromperie ou de fausses informations qui soient données aux consommateurs. Donc, c'est vrai qu'on est on est dans des dispositions qui sont très connexes entre le droit de l'environnement, le droit économique, si je puis dire, et le droit de la consommation. Mais l'intérêt ultime, c'est de s'assurer de la bonne information qu'on donne aux consommateurs. Et une des questions aussi qu'on pourrait se poser ensemble, c'est quelle est justement la limite entre cette information et cette communication. En réfléchissant un peu au sujet, je me disais que justement, la communication, c'était ce qu'on faisait de l'information sur la performance dont parlait Alain. Parce que si on peut donner une définition un peu générale des allégations environnementales, pour justement parler du greenwashing, ce serait l'ensemble des mentions qui définissent des produits, des services, ou même une entreprise en leur conférant justement certaines qualités ou caractéristiques environnementales. Donc ça, c'est une information. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette information? Et c'est là que tout le travail des communicants est important. Et donc, pour revenir sur ces 2 dispositions, je vous disais d'abord, on nous dit, depuis la loi AGEC et la loi climat, ce qui est interdit. Donc, ce qui est interdit de façon générale, c'est un chapeau, on va dire, très large du Code de la consommation qui nous interdit en fait de faire des allégations commerciales trompeuses pour lesquelles, depuis récemment, on a intégré un volet information sur l'impact environnemental de l'entreprise. Et donc, il ne faut pas que justement cette information, comme je disais, soit fausse ou qu'elle induise en erreur le consommateur. Et ces informations portent sur les caractéristiques essentielles de l'entreprise, du service ou du produit. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis récemment, on part du principe que l'impact environnemental
est une caractéristique essentielle du produit. Et donc, Noël, ça rentre en lien avec ce que tu disais sur le fait que l'environnement et la démarche RSE est de plus en plus prise en compte par les clients, mais aussi par différentes parties prenantes. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de sanctions qui sont prévues au titre du Code de la consommation. Et on va très certainement avoir la jurisprudence qui va se préciser sur ce point-là, parce qu'on a différentes actions, notamment d'associations environnementales, donc des associations environnementales qui agissent sur le fondement du Code de la consommation pour dire à certaines entreprises, on ne vous croit pas, enfin, pour être assez direct. Donc, c'est par exemple une action qui a été intentée par les Amis de la Terre, Greenpeace et Notre Affaire à tous contre Total. Et donc, il dirait justement que Total fait des allégations commerciales trompeuses en disant que justement, il infléchirait en fait son mode de gouvernance et la gestion de ses produits pour limiter l'impact de son entreprise sur le changement climatique. Et donc, les associations environnementales tentent de démontrer que cette information est fausse. Et donc, maintenant, ça va être au tour de Total de démontrer justement ces allégations. Les autres choses aussi qui sont interdites, et ça c'est intéressant parce qu'on le retrouve encore de nos jours dans beaucoup de nos rayons, c'est certaines mentions qui sont assez floues ou fausses. Donc par exemple la mention biodégradable. Si vous êtes communicant ou que vous travaillez pour une entreprise pour lesquelles certains de vos produits mettent la mention biodégradable, sachez que depuis récemment c'est interdit, ou respectueux pour l'environnement. Alors, pourquoi respectueux pour l'environnement? Parce que ça veut tout et rien dire, ça veut surtout rien dire. Et donc, encore une fois, en mettant cette mention qui ne veut pas dire grand-chose, quid de la bonne information du consommateur? Donc, voilà pour le premier réflexe de ce qui est interdit. Et ensuite, de ce qui est autorisé et encadré, voire même ce qui est obligatoire, c'est que vous avez certaines mentions justement qui sont relatives aux déchets, qui ne peuvent être utilisés que dans certaines conditions. Donc, tout ce qui a trait à la compostabilité, la recyclabilité, le fait que votre produit soit ou non reconditionné, ça aussi, c'est encadré désormais par les textes. Et pour aussi sortir du sujet des déchets et parler d'un sujet qui nous parle plus, parce que je pense que quand on parle de greenwashing, on parle plus facilement des sujets climat. Alors même si le greenwashing, c'est l'environnement au sens large, donc c'est pour ça que je vous parlais d'abord des déchets. Mais pour revenir sur le sujet climat, un annonceur ne peut plus dire que son produit est neutre en carbone sans le prouver. Et comment le prouver? Il va falloir faire un bilan d'émissions de gaz à effet de serre et aussi produire un certain nombre de documents qui doivent être publics et donc à destination du consommateur. Donc, ce petit panorama des différents textes a pour but, comme je le disais, de borner un petit peu ce qu'est le greenwashing. Donc, c'est assez large parce que ça touche encore une fois vos produits, votre entreprise et vos services. Et aussi qu'on a cette disposition tampon qui permet de dire qu'à partir du moment où c'est faux ou ça nous induit en erreur, on peut rentrer dans le greenwashing. Donc, je pense que la démarche en fait, des différentes personnes qui nous écoutent, c'est d'une part de se dire est-ce que j'ai une information environnementale à communiquer? Je pense que si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que la réponse est oui. Quelle est-elle? Est-ce que je peux la donner en ce sens? Est-ce que je peux encore écrire biodégradable? La réponse est non. Et ensuite, si je souhaite véritablement communiquer, dans quel contexte et dans quelles conditions puis-je le faire? Je pense que c'est vraiment cette réflexion un peu en cascade qu'il faut avoir pour être dans les clous vis-à-vis de la loi. Et ensuite, on pourra vous parler, enfin Alain et Gildas vous parleront plus des référentiels et des prestataires, je veux dire techniques, qui peuvent vous accompagner justement à faire cette communication. En tout cas, voilà le message que moi j'avais à vous donner sur les différentes évolutions législatives. Et au-delà de la loi qui impose à ne pas tricher, ne pas mentir sur son produit, on voit que ces lois évoluent aussi assez rapidement. Dernière en date, on avait vu passer la condamnation de Transavia qui avait fait une publicité qui incitait les gens à voyager tous les week-ends en avion pour ne jamais passer un week-end au même endroit. Et ils ont été condamnés en justice parce que cette publicité allait à l'encontre des principes du développement durable.
Pour Alain et Gildas, comment est-ce que vous voyez ces évolutions peut-être à moyen et long terme sur ce qu'on communique? Est-ce que ça va être de plus en plus encadré, notamment dans les métiers de la communication? Tu veux y aller, Alain, ou je réponds? Vas-y, Julia, je te laisse commencer. Ok. Alors, d'abord, pour réagir sur cette partie introductive, je pense que il faut désacraliser ce qu'on appelle communication. C'est-à-dire que la communication, elle a été drivée culturellement et elle a marqué et elle marque les esprits pour son versant publicitaire. C'est-à-dire pour une expression qui prend de la place, qui prend de l'espace, qui fait synthèse et qui essaye de marquer les esprits. Donc, mais la communication, ce n'est pas que ça. Et ça n'est plus ça. Et surtout quand on parle de communication autour des enjeux de la RSE, c'est certainement pas le bon format. Parce qu'on est sur des sujets complexes qui méritent et qui nécessitent du temps long, de l'explication. Et donc, on est plutôt dans une forme de communication de récit ou d'une expression longue. Et aujourd'hui, il y a plein de formats, il y a plein de médias qui le permettent. Donc, voilà, je voulais juste enlever tout de suite cette espèce de chape qui est présente quand on parle de communication, où on imagine que tout d'un coup, qu'on sort les tam-tams et les trompettes, qu'on fait de l'emphase et qu'on essaye de marquer les esprits. La communication, ça peut être juste un tweet d'un dirigeant, hein. Ça peut être un courrier envoyé à des clients ou à des collaborateurs. La communication, c'est une expression. Donc, voilà, je voulais juste redire ça en préambule. Alors maintenant, sur l'évolution du sujet et la façon dont la réglementation court derrière, on est dans une société qui évolue extrêmement vite dans ses sensibilités, dans ses inquiétudes et dans ses interrogations, que ce soit chez les clients ou chez les consommateurs, chez les collaborateurs, chez tout le monde, hein, même les dirigeants de boîte se posent des questions. Et donc, la communication, c'est toujours je fais un peu docte, mais c'est quand même toujours un émetteur et un récepteur. Et donc, ça évolue beaucoup en permanence selon la sensibilité du récepteur, qui peut ou non apprécier ou douter de la posture de l'émetteur. Il faut quand même se rappeler qu'on est dans un pays où 73% des Français ne croient pas le discours des entreprises. Donc, le mur de la défiance, il est quand même assez exceptionnel. Et donc, quand on communique, on se pose toujours la question de savoir si ça vaut le coup d'investir de la communication, si c'est pour parler à des gens qui, a priori, ne vous croient pas. Ce qui est hyper intéressant dans la façon dont on encadre la communication sur les enjeux de la durabilité, de la transition, c'est qu'on a à la fois une partie réglementaire dont parlait Roxane, c'est-à-dire avec un certain nombre de décrets d'application, de jurisprudence, qui nous donne un cadre qui est assez précis en fait, et qui, le message là que je veux faire passer, traite beaucoup le sujet de la globalisation. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis déjà, de mémoire 2010 ou 2009, il y a une liste d'allégations qui sont interdites. On n'a pas le droit de dire qu'un produit ou un service est écologique, qu'il est durable, qu'il est responsable. On n'a pas le droit de dire qu'un produit est vert. Voilà. Ça s'appelle des allégations environnementales. Et des allégations environnementales, c'est vraiment le sujet de ce qu'on a appelé le greenwashing. C'est une forme globalisante d'expression qui prétend donner à un produit ou à un service ou à une organisation des vertus extrêmement larges, extrêmement globales par rapport à ses caractéristiques réelles. Donc ça, c'est hyper intéressant de le savoir. Ce truc-là est assez bien géré et même très encadré. On n'a pas trop de sorties de route. Voyagez partout dans le monde et dans les autres pays européens et regardez ce qui se passe en termes de communication visuelle, publicitaire. C'est assez incroyable la façon dont en France, on l'a mieux régulé.
Mais on a une autre forme d'encadrement qui est aujourd'hui l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui est de la soft law, c'est-à-dire qui est une régulation évolutive édictée par les professionnels de la communication et qui aujourd'hui, sur les sujets de communication environnementale ou de communication RSE, touche absolument tous les médias. C'est un texte qui s'appelle, pour référence, je vous le mettrai dans le chat, Recommandations publicité et développement durable. C'est aujourd'hui un texte qui adresse toutes les formes de communication des entreprises et des organisations, même sur un post LinkedIn est concerné. Et donc là, on a un certain nombre de règles qui obligent aujourd'hui en publicité un annonceur à obtenir un bon pour émission. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre une affiche dans le métro ou une pub à la radio, à la télé, ou que sais-je. Dès qu'il y a un média, vous avez obligation d'avoir cette imprimature, hein, cette autorisation d'émettre. Mais cette autorisation n'existe pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et donc, on voit beaucoup de petites entreprises ou d'ETI qui n'ont pas de raison de faire de la communication grand public, donc d'utiliser des médias, et qui donc vont faire des catastrophes dans leur expression sur les réseaux sociaux parce que c'est complètement contrevenant à cette règle qui est, encore une fois, je vous la redis, une règle de globalisation. Et en fait, si on doit l'expliquer simplement, c'est de relativisation du discours, c'est-à-dire que quand vous vendez une tasse qui a, par son packaging, une amélioration de ses impacts ou une crème par sa formule, une partie de sa production ou de sa fabrication, de sa distribution qui améliore ses impacts, il faut toujours relativiser le propos pour ne pas prétendre que cette tasse est bonne pour la planète, puisque ce n'est pas vrai, puisque de toute façon, elle a émis du carbone, puisque de toute façon, elle a un impact, parce qu'elle a consommé des ressources et qu'elle va vraisemblablement finir par être un déchet pas forcément valorisé. Donc, ces règles de relativisation sont énormes. Et pour ne pas être trop long, ce qui a beaucoup évolué dans ces textes, puisqu'on revoit à peu près cette recommandation tous les 18 mois. Moi, j'ai participé à 2 révisions de ce texte. On le révise à chaque fois parce que les publics, les citoyens sont de plus en plus sensibles à ce besoin d'information. J'ai bien aimé tout à l'heure le lien que tu as donné entre information et communication. On pourrait penser que la communication, c'est une information quelque peu déformée par l'emphase qu'on a voulu lui donner. C'est-à-dire quand un expert de la RSE dit « cette tasse, elle est super parce que ce produit, enfin, on a amélioré le sourcing, on a amélioré son impact carbone, etc. » On peut penser, à juste titre, que le communicant, il va se dire « bon, ça c'est un petit peu chiant dit comme ça, je vais le dire autrement. Je vais le raconter autrement, je vais faire une belle histoire autour en disant pensez aux ours blancs sur la banquise, prenez ma nouvelle tasse, elle est écologique. » Mais je crois que c'est de moins en moins vrai, en fait, et qu'il y a un décalage entre l'hypersensibilité des publics qui, moi, ça fait près de 20 ans que je travaille sur ces sujets-là, se réveillent que depuis pas très longtemps, hein, ça fait, on va dire, 5-6 ans que vraiment l'opinion publique s'est emparée de ces sujets-là, et il y a un petit décalage notable entre cette hypersensibilité, cette grande inquiétude face à la manipulation ou à l'excès de discours sur l'environnement et la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises où on est quand même capable de prendre le temps d'expliquer. Si je voulais juste résumer, je pense que la communication n'est pas forcément une communication du héros, c'est-à-dire de l'entreprise qui va prétendre sauver le monde, être dans une position haute et avoir une espèce de posture décalée par rapport à la réalité de ce qu'elle fait. C'est plutôt aujourd'hui une attente d'explicitation
Et mon exemple de la tasse est nul. Je vais revenir à une crème de soin chez un vendeur de cosmétiques. Aujourd'hui, le conso ou la conso, elle va avoir besoin de mieux comprendre ce qu'il y a dans la formule, comment est-ce qu'on a amélioré en termes de sourcing la naturalité des ingrédients, va regarder de plus en plus près le pack, l'usage, la fin de vie. Et donc, c'est une communication qui est plus informationnelle et qui doit trouver des nouveaux médias, et les réseaux sociaux en sont, sauf que les publics aujourd'hui ne sont pas forcément très savants, parce que c'est plein de sujets très différents. Et du coup, les marques et les entreprises ont un petit peu peur d'y aller parce que c'est la vox populi, c'est-à-dire que dans le tas, il y a toujours quelqu'un qui sort en disant c'est pas vrai, l'ingrédient n'est pas naturel parce que ma grand-mère plantait du thym et donc je sais. Donc voilà, ça met un petit peu en tension par rapport à la communication d'antan. Voilà. J'ai dit plein de trucs, faites le tri. À toi, Alain. Ouais, peut-être. Ouais, pour compléter, aujourd'hui, en tout cas, les entreprises qui se tournent vers nous, alors je vais parler plutôt des labels. Quand on parle de RSE, le champ est vaste. La posture des entreprises, elle est toujours la même. Elle est de nous dire, écoutez, nous, on fait des choses dans le domaine de la responsabilité sociétale, dans le domaine social, dans le domaine environnemental, mais on ne sait pas aujourd'hui si on les fait bien ou si quelque part il manque des trous dans la raquette. Et souvent, les entreprises qui se tournent vers des labels de référence ne cherchent pas à finalement afficher leur macaron. Hein. C'est pas du tout ça. C'est aujourd'hui, en tout cas, si on prend les labels que je juge, moi, robustes et crédibles, eh bien, elles prennent ces labels comme une forme de scanner de l'entreprise pour comprendre comment elle se situe aujourd'hui et pour savoir justement mieux adapter sa communication après vis-à-vis des parties prenantes. Je voudrais rappeler, et ça c'est un point important, un des 7 principes qui a été adopté par la norme ISO 26000 publiée en 2010, qui a quand même été votée par 99 pays au niveau international sur la notion de responsabilité sociétale des entreprises. Un des 7 principes, c'est le principe de redevabilité. D'ailleurs, il y avait tout un débat au niveau international lorsqu'on a été amené à traduire le terme anglais de accountability. Et finalement, ça a été traduit en français par redevabilité. Je crois que ça veut tout dire. Quelque part, l'entreprise aujourd'hui, par ses impacts, qu'ils soient négatifs ou positifs, est redevable finalement des acteurs que nous représentons, nous citoyens, consommateurs, mais autres aussi parties prenantes. Et dans ces parties prenantes très importantes, et ça, c'était dans les débats internationaux sur la norme ISO 26000, les générations futures. Et ça, c'est ça la grande différence, notamment par rapport au monde anglo-saxon, qui a une réflexion beaucoup plus court-termiste que les Européens, c'est comment je dois communiquer et adapter et adopter ce principe de redevabilité vis-à-vis des parties prenantes. Ça veut dire, je suis désolé, mais génération future, aujourd'hui, quels sont les grands enjeux? Par exemple, le climat. Et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui, en tout cas, les pays développés se doivent impérativement, dans leur communication, rendre compte de ce qu'elles font, de ce qu'elles comptent faire pour atténuer les effets négatifs du changement climatique. Voilà, et ça, c'est important. Et pour revenir vraiment sur le début de mon commentaire, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sont en recherche de compréhension de la façon dont elles peuvent communiquer. Et pour ça, elles cherchent à comprendre finalement tout ce que je fais aujourd'hui, est-ce que c'est bien déjà? Est-ce qu'il me manque des choses? Comment je peux m'améliorer? Qu'est-ce que pensent mes parties prenantes de ce que je fais? Et à partir de là, je peux construire ma stratégie de communication. Moi, je pense qu'une entreprise comme ça, qui se lance comme ça, sans avoir ces réponses-là, à mon avis, soit elle a beaucoup de chance, soit elle prend un risque majeur, parce qu'à un moment donné, on va lui dire, mais attendez, vous êtes à côté de la plaque, mon cher monsieur. Voilà. Donc, commencer par bien identifier les enjeux, prioriser ces enjeux avant de choisir ceux qu'on va communiquer. Alors, justement, la partie légale, la loi permet de cadrer notamment le mensonge. Par contre, elle ne permet pas d'identifier et de cadrer la façon dont on va pouvoir communiquer l'information. Et une partie du greenwashing est faite en communiquant d'une manière un peu détournée pour embellir un message. Et tu parlais, Gildas, de la partie relativiste de l'information. Ne pas communiquer sur mon produit est durable et qu'il va dépolluer, peut-être communiquer sur le fait qu'il va polluer moins
que la norme ou qu'il va émettre moins de CO2 qu'un produit équivalent. Et justement, quels seraient les conseils, les bonnes pratiques que vous auriez à proposer aux participants pour que cette communication soit honnête, elle soit relativiste, elle soit comparable entre deux entreprises et qu'elle puisse pas tomber dans les pièges du greenwashing. Je sais qu'Alain, tu as fait une tribune dernièrement sur ce sujet et tu as pas mal d'expertise justement sur la façon de packager l'information dans les bonnes pratiques. Est-ce que tu peux nous en donner 2-3 conseils là-dessus? Il y a un point sur lequel aujourd'hui je mets l'accent. Alors, je vois que tu parles peut-être sûrement de la tribune sur la notion d'impact. Moi, je viens du monde de la recherche. J'étais chercheur avant. Je suis très attaché un peu à la science. Je vais donner un exemple. Il n'y a rien de pire pour moi aujourd'hui que de lire des articles ou d'entendre des messages d'entreprises qui disent, notamment dans leur notion d'impact, voire parfois même d'impact positif, ah bah tiens, nous avons recyclé, je sais pas, 2 millions de capsules, etc. Pour moi, ça ne veut scientifiquement rien dire. Alors, je m'adresse à Gildas, il me dira si j'ai raison. La notion d'impact doit toujours être présentée en pourcentage, pour moi, et jamais en valeur absolue. Une entreprise qui dit « Ah, ça y est, j'ai réduit de 2 millions de mètres cubes d'eau ma consommation d'eau », ce qui serait énorme, etc. Enfin, on peut penser à des grands aéroports, etc. Oui, d'accord, mais ça représente quel pourcentage par rapport au volume global? Et je pense que dans la communication, pour cadrer notamment certaines choses, il est important de s'appuyer aussi sur la science ou l'expertise pour dire, pour un moment donné, encadrer tout ça. De dire, attendez, communiquer sur des notions d'impact en valeur absolue, scientifiquement, ça n'a aucun sens. Tiens, je viens de faire une analyse de cycle de vie de mon produit cosmétique. Prenons l'exemple, Gildas. D'accord. Bah, très bien, sauf que cette entreprise, elle en a une centaine, donc un produit sur 100, c'est pas terrible. Alors, et dire dans sa communication, ah bah tiens, j'ai 1% de mes produits qui a fait l'objet d'une analyse de cycle de vie, c'est vrai qu'en termes de communication, c'est pas très fun vis-à-vis du consommateur. Et pourtant, c'est la vraie communication, en tout cas, que moi j'attendrais de cette entreprise. Et je pense, et là pour finir là-dessus, je passe la parole à mes partenaires d'aujourd'hui, qui est dire, finalement, encadrons à un moment donné avec de l'appui scientifique. Et je finirai là-dessus, c'est l'objet de ma tribune. Lorsqu'on parle d'impact, cherchez-moi la bibliographie qui explique très clairement ce qu'est un impact et ce que c'est qu'un impact positif. Voilà. À la limite, l'impact environnemental a été défini dans la norme une des normes de la série des ISO 9000. Mais voilà. Et je pense qu'on va avoir, et on le voit d'ailleurs, ce mouvement qui est en train de s'amplifier, c'est-à-dire le mouvement de la science, le mouvement des chercheurs, qui est en train de revenir dans ces discussions pour dire « Oh, il va peut-être falloir qu'à un moment donné, qu'on stabilise certaines choses pour éviter qu'on parte dans tous les sens. » Tu as mis le doigt sur un des piliers essentiels justement de cette façon de communiquer l'impact pour éviter le greenwashing, et ça répond d'ailleurs à la question de Raphaël des circulaires qui demandait quelles étaient les nouvelles formes de greenwashing. La première forme, c'est en effet de parler en valeur absolue. Et si Uber dit qu'ils ont évité 10 millions de tonnes de CO2 grâce à leur voiture électrique, mais qu'ils ne disent pas combien ça représente en termes d'intensité au passager kilomètre ou en part de la flotte qui est électrique, on ne pourra pas comparer deux prestataires de VTC pour voir quelle course ou quel trajet va polluer le moins. Donc, cette première bonne pratique, c'est en effet de relativiser la donnée en ratio, en intensité, en pourcentage, parce qu'une valeur absolue, on peut tout et rien dire avec ça. Donc ça, on en avait en effet parlé déjà Alain, et je pense que Gildas et Roxane sont alignés sur ce besoin de relativiser la donnée. Quelles sont les autres façons et bonnes pratiques auxquelles vous pensez pour bien communiquer cette donnée-là et éviter des nouvelles formes de greenwashing? Je peux compléter très rapidement ce qu'a dit Alain. Une nouvelle forme de greenwashing sur lesquelles je pense les utilisateurs de divers réseaux sociaux alertent, c'est aussi la communication sur ce que sont en fait des obligations de l'entreprise. C'est un exemple que j'avais donné hier lors de notre discussion, mais certaines entreprises, notamment une très célèbre marque de bouteilles d'eau que je ne citerai pas, avaient fait toute une publicité en disant regardez, c'est fantastique, maintenant notre bouchon est attaché à notre bouteille. Sauf que c'est une obligation légale. Et donc, en fait, quid de la communication
volontaire sur quelque chose auquel on est obligé. Et donc, quel est notre impact? Parce que je pense que l'impact sur lequel les entreprises veulent communiquer, c'est justement le fait d'aller plus loin. Et donc, quel est l'intérêt à communiquer sur quelque chose qu'on nous impose déjà? Donc, je pense que c'est une première forme de greenwashing parce qu'il faut espérer qu'il y ait de plus en plus de normes et de règles qui encadrent en fait l'activité et l'impact environnemental d'une entreprise. Et l'autre chose, pour rebondir aussi sur le volet scientifique que soulevait Alain, il faudra certainement faire attention au cherry picking, je pense, dans les différents rapports ou dans les différentes sources scientifiques qu'on entend utiliser justement pour justifier d'un impact. Parce que je pense que dans certains rapports, par exemple des rapports ADEME qui peuvent louer je ne sais pas quelle démarche, on peut avoir plusieurs données chiffrées qui peuvent être présentées et une entreprise pourrait choisir de mettre en avant la donnée qui lui correspond le mieux et qui mettrait le plus en valeur sa démarche. Encore une fois, attention à ce qu'on disait sur la fausse information et le fait d'induire en erreur le consommateur. Moi, c'est ces deux formes que je commence un petit peu à envisager, en tout cas. Il y a également une autre forme de greenwashing qui vient justement d'un terme que tu as utilisé, qui est le cherry picking, c'est de sélectionner les données qui nous intéressent et mettre de côté le reste. Et Alain et Gildas, quand on a parlé de ce sujet, on a abordé la mauvaise pratique qui consiste à ne mettre en avant que ce qui m'intéresse, mais sans prioriser les enjeux entre eux. Comme par exemple un grand groupe d'énergie fossile qui va faire de la communication sur le fait qu'ils aient ramasser des jouets pour les défavoriser. Sauf que l'une des bonnes pratiques sur le greenwashing, c'est de communiquer en toute transparence les enjeux qui sont clés pour mon cœur de métier, pour mon activité, pour communiquer en priorité sur ce qui compte vraiment. Je ne sais pas si Gildas, tu veux, Gildas et Alain, vous voulez creuser un peu ce point-là? Oui, je suis d'accord. C'est d'ailleurs ce qui est le plus choquant pour le grand public, c'est de percevoir la manipulation que peut prendre ces formes de communication, ce qui vous invite à regarder ailleurs et qui présuppose que le citoyen consommateur est con comme un âne, quoi. Et encore, je manque d'amitié pour l'âne. Mais en fait, c'est la double gifle. C'est je te fais regarder ailleurs, ok, donc c'est manipulatoire, et surtout je te prends pour une andouille. Parce que quand même, ça fait des décennies que les communicants ont dit que les gens sont intelligents donc, et qu'on parie sur l'intelligence des gens. Donc tout d'un coup, on ne peut pas commencer à leur faire un jeu de bonneteau. Donc c'est très grave en termes de réputation et c'est complètement inefficace. Ça continue à me fasciner quand ça arrive. Bon, calmons le jeu. Je vais reprendre ma casquette corporatiste. Je suis patron de la RSE du syndicat des agences de com. C'est des sorties de route, on en a, mais sur des milliers de messages et de communications. Oui, il y a encore des gens qui peuvent imaginer que ça fait oublier là où ils ont effectivement un impact négatif qu'ils doivent régler. Moi, je pense que dans la réflexion que peuvent avoir les entreprises, en tout cas les auditeurs qui sont avec nous là, c'est vraiment de se dire qu'il faut circonscrire là où on a de l'impact parce que c'est là qu'on va avoir de la puissance en fait. Alors, soit il y a une vision qui est une vision de crainte ou une vision négative en disant si on parle de ça, on va voir qu'on est un gros émetteur ou on va voir qu'on a des impacts négatifs, mais à la fois, c'est parce que l'on va vraiment circonscrire l'endroit sur lequel on met tout le poids du corps des efforts de l'entreprise et de sa communication qu'on va créer un mouvement. Et c'est beaucoup plus… Alors nous, chez CIDIES, on travaille beaucoup sur le récit parce qu'on a beaucoup observé ce qui se passe dans la narration des séries télé. En fait. Et il y a des neuroscientifiques, il y a beaucoup des anthropologues qui ont travaillé sur ces sujets-là. C'est tout à fait passionnant. Pourquoi est-ce qu'on est accro à des séries télé? Pourquoi est-ce qu'on est capable de rester jusqu'à 2 heures du matin sans qu'il y ait une saison entière alors que le héros, il est extrêmement fragile, toujours.
il est guingois. Il est toujours en déséquilibre. Et on ne sait pas, on est toujours dans une sorte d'inquiétude et d'empathie sur un trajet de quelqu'un dont on pense à plusieurs reprises que ça ne va pas le faire. Et ben, la communication, c'est un petit peu s'appuyer aussi sur cette vision-là. C'est-à-dire que nous avons beaucoup plus d'empathie et nous avons beaucoup plus de curiosité sur des entreprises qui racontent leur cheminement, leurs difficultés, qui posent les points sur lesquels elles n'ont pas les moyens d'investir, qu'elles savent qu'il faudra le faire, mais qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. On est plus en lien que devant des communications complètement monolithes, ADN, vision, valeurs sur du papier glacé, parfois surpelliculé, qui nous racontent une messe auquel on ne croit pas. Donc, l'histoire de l'entreprise nickel, bien coiffée, bien photographiée, qui est bonne pour la planète, ça ne rapporte rien. Et en plus, c'est extrêmement dangereux en termes de réputation. Expliciter, raconter parfois même naïvement, en prenant le temps, qu'on a un énorme défi à relever, qui est celui de notre mode de production. Quand on fait de l'aérien, tu peux parler d'une compagnie aérienne, voilà, il faut être très courageux pour dire aujourd'hui, nous, notre métier, c'est l'avion, quoi. Et on en connaît tous les impacts. On sait exactement, mais on souhaite participer à l'émergence de solutions qui aujourd'hui ne sont pas prêtes sur le marché. On essaie de limiter au maximum ce qu'on peut faire avec de nouvelles feuilles de route, de l'éco-pilotage, etc. C'est hyper intéressant. Mais commençons déjà par dire, nous, on fait de l'avion, quoi. Donc, plutôt que d'essayer de mentir en racontant un petit peu ce qu'on veut, on a plus à y gagner à être transparent en éduquant les gens sur les enjeux clés et en expliquant que là, on n'est pas bon. Par contre, on se met des objectifs et on va progresser. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Céline Houbron du groupe Lacroix et Savac qui est avec nous et qui a justement dévoilé cette démarche-là en expliquant leurs objectifs à moyen et long terme pour atteindre justement les objectifs sur la réduction de la consommation de fuel qui sont dans le transport. Alain, peut-être si tu veux compléter sur cette partie-là. Je rejoins complètement ce qui a été dit parce que je pense qu'il n'y a pas de honte à communiquer sur ces impacts négatifs. D'accord ? Et aujourd'hui, le plus grand danger qui nous guette aujourd'hui, c'est ces mouvements qui ne parlent que d'impact positif. Et si on fait ça, on va laisser sur le bord de la route des millions d'entreprises. Et là, on est en train de se planter totalement. Parce que si on veut, entre guillemets, sauver la planète, c'est comment on va accompagner toutes ces entreprises. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'y a pas de honte à parler de ces impacts négatifs. Par contre, il faut savoir comment on en parle. Et moi, je voudrais rappeler un autre sujet lorsqu'on a travaillé à l'époque avant même la norme ISO 26000. La RSE, c'est un phénomène transactionnel. Dans bon nombre de cas, l'entreprise ne peut pas répondre seule à des enjeux. Et donc, si elle a fait ce travail d'écoute de ses parties prenantes, de compréhension, etc., elle sera d'autant plus à l'aise pour bâtir sa communication sur des impacts négatifs en expliquant finalement les enjeux, le pourquoi, ce qu'elle est en train de faire, etc., mais aussi en expliquant que certaines choses, elle ne pourra pas les faire toute seule. Et voilà, je pense que c'est important ça. Parce que sinon, à chaque fois, à vouloir finalement inventer un autre concept qui est finalement accessible qu'à une minorité d'entreprises, je pense notamment au concept d'impact positif, on fait une erreur. Voilà, c'est l'enjeu pour un pays comme le nôtre, voire pour l'Europe, ça va être d'accompagner les millions d'entreprises dans une transformation qui est de toute façon inéluctable aujourd'hui. Donc, il va falloir, si on commence à faire des petits îlots comme ça, voilà, certaines entreprises à impact négatif, notamment, dire moi, c'est pas pour moi, moi, je fais rien. Voilà ce qui risque de se passer. Donc, je rejoins Gilles là-dessus. Il faut savoir aussi parler de ces impacts négatifs. Alors après, l'anecdote quand même, je vous rappelle, parce qu'on
on a été quand même tous, je pense, amenés à prendre de temps en temps l'avion. Pour une grande compagnie aérienne que je ne citerai pas, lorsqu'elle a dit que sa stratégie RSE, c'était supprimer les pailles pendant les vols, c'était peut-être pas ça la subtilité de la communication à avoir sur son impact en tant que compagnie aérienne. Mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Ou une banque qui communique sur le fait que ses cartes bancaires sont en plastique recyclé, par exemple. Donc, si on résume les 3 très bonnes pratiques qu'on pourrait donner, c'est communiquer en valeur relative pour pouvoir être comparable, étudier un impact sur un ACV complet et pas choisir ce qui nous intéresse dans la fin de vie ou les matériaux à la base. C'était le conseil de Roxane sur la pertinence d'une donnée vraiment scientifique et précise. Et surtout, pouvoir communiquer sur des enjeux de manière macro, en priorisant ces enjeux par rapport à mon entreprise et ne pas avoir peur de montrer ce qu'on ne fait pas encore, parce qu'au final, on a tout à gagner à être complètement honnête. Je pense que c'est déjà trois excellents conseils. Ce que je vous propose, c'est, on a quelques questions dans l'onglet de questions-réponses. Je vous propose qu'on les aborde, à moins que vous ayez d'autres conseils à donner sur les bonnes pratiques de communication. Moi, je vais quand même vous mettre le lien sur le guide de la communication responsable de l'ADEME, hein, qui est quand même la Bible. Donc, ça coûte 12 €. Vous pouvez le commander en ligne. Cela dit, la nouvelle édition sort en septembre. Mais sinon, je pense que c'est le truc à avoir sur son bureau, pas loin. C'est très bien fait. Guide que tu as d'ailleurs envoyé à Véronique Fima, qui demandait quels étaient les labels qui étaient les plus crédibles. Non, si on je me suis planté. Non, j'ai envoyé à Véronique. J'ai répondu à la mauvaise question, pardon Véronique. Je lui ai envoyé le guide des allégations environnementales qui de mémoire date de 2010. Roxane, si tu mets de mémoire la dernière version, et qui devrait être 2014, mais 2014. Bon, on attend une remise à jour, mais c'est dans ce guide que tu trouveras, Véronique, toutes ces allégations durables, responsables, biodégradables, écologiques, etc. Et le pourquoi leur utilisation n'est pas autorisée. La règle absolue, alors vraiment le type à choper, et qui est très simple. Pour relativiser, c'est d'ailleurs moi, nous chez CDS, notre signature, c'est une agence de communication plus, entre parenthèses, responsable, justement pour que visuellement, on signifie bien ce que veut dire cette virgule. En fait, dès que vous rajoutez plus écologique, vous pensez au regard de. Donc, quand vous voulez communiquer sur un sujet environnemental ou social, il suffit toujours de penser à ce petit point de relativisation. C'est-à-dire, ma brosse à dents, elle est plus écologique au regard de son nouveau packaging qui n'utilise plus de plastique, patati patata. Voilà. C'est juste cet exercice qu'on demande aux communicants de faire, c'est de relativiser, et le plus, il est très utile. Top. Alain, si tu as la liste justement des labels qui sont les plus crédibles en France et ceux qu'il faut peut-être éviter, n'hésite pas à les partager à Véronique dans les questions-réponses ou à nous les donner à l'oral, si à un endroit on peut aller les retrouver. Pour moi, alors je ne vais pas faire, ça serait dangereux de dire tel label comparé, etc. Mais pour moi, autant Gildas a dit, voilà, le livret de l'ADEME sur la communication responsable, c'est finalement le livre de chevet là-dessus. Je dirais le rapport de la plateforme RSE de février 2021, pour moi, si vous le lisez, vous permet d'avoir les critères qui vous permettent de juger si un label est responsable ou pas, et crédible ou pas. Et j'en citerai un qui est pour moi hyper important. La plateforme a clairement dit que tout ce qui ne fait pas l'objet d'une évaluation sur site ne peut pas être considéré comme crédible. Voilà. C'est pas pour autant que c'est mauvais, etc. Mais voilà. Et je citerai un verbatim d'un dirigeant d'entreprise qui est labellisé, qui a dit de toute façon, j'ai compris que la RSE dans une entreprise, ça se respire. D'où l'importance d'avoir des évaluateurs qui viennent sur site pour bien comprendre. Voilà. Et je pense que c'est fondamental, ça. Ça, c'est un des premiers critères. Après, il y en a d'autres, mais celui-ci, il est essentiel. OK, très bien. Alors, une question qui m'a l'air assez intéressante de la part de Véronique, qui demande si certaines entreprises ne devraient pas renoncer à communiquer leur RSE
elle prend l'exemple de Nespresso qui se fait green troller systématiquement. Est-ce qu'il y a des cas de figure où il vaut mieux rien dire plutôt que d'essayer de mettre en avant ce qu'on fait de bien et au final se prendre un bad buzz Alors, moi, je vais répondre parce que ça fait 10 ans que j'accompagne cette entreprise. J'y suis allé en me pinçant le nez, en me disant que ça serait… J'étais vraiment pas certain d'accepter de travailler pour eux. Et c'est un cas d'école, Nespresso, parce que c'est le cas de l'indicible, voire de l'inaudible, à cause du modèle de portionné et du déchet de la capsule en aluminium. Et pourtant, dans les ACV comparatives, c'est quand même une des meilleures solutions par rapport à ce qui se vend aujourd'hui et que tous les bobos écolos récents se ruent pour acheter sur le marché, qui sont les broyeuses. Et donc, c'est hyper intéressant parce qu'on n'arrive pas, je ne m'occupe plus de leur com, mais c'est très difficile de faire comprendre la complexité de ce qu'est une ACV parce que la perception du public averti ou en tout cas intéressé par ces sujets-là va être de dire ce que je pensais aussi, que le portionné, c'est vraiment pas durable. Or, dans le cas de Nespresso, comme dans le cas de tout le portionné, c'est beaucoup plus écologique parce que finalement, c'est la dose de produits agricoles que vous utilisez qui fait 80% de l'impact, c'est l'amont agricole. Donc, donc, du coup, c'est une espèce de… On est vraiment dans une faille de perception et de compréhension et d'analyse. C'est extrêmement compliqué de pouvoir… quand vous avez le cas de la capsule comme déchet, qui est le truc qui vous pète au nez et qui vous gêne, ça obstrue votre capacité à arbitrer sur une réalité qui est quand même assez complexe à analyser. Et donc, moi, je trouve que c'est un cas d'école parce que ça nécessite de déconstruire des partis pris. Et c'est vrai que c'est une marque qui est extrêmement trollée avec des arguments parfois des incantations non prouvées, non réfléchies, sans analyse. Et ça fait un peu de peine. C'est un peu mon histoire de tout à l'heure. J'ai ma grand-mère qui plantait du thym, donc je m'y connais, quoi. Voilà, on est dans une société qui est maintenant hyper réactive et qui met pas forcément beaucoup de temps à l'analyse. Donc, en communication, ça oblige en permanence à travailler avec ça. C'est passionnant. Parfois, c'est très injuste et à la fois, c'est très enthousiasmant parce que je dois vous dire que dans ce cas-là, comme dans le cas d'autres boîtes, cette espèce de vox populi oblige à revisiter le modèle parce que de toute façon, à la fin, c'est elle qui gagne, hein. Je vais faire un petit lien avec ce que tu disais, Alain, tout à l'heure. Et je l'ai lu sur les ONG, sur le crédit de l'émetteur, hein, les gens qui ont raison. Puisque pour une grande majorité des Français, on ne croit pas les entreprises, on ne croit pas les politiques, on ne croit pas les pouvoirs publics, on ne croit pas les gros émetteurs. On croit de moins en moins les ONG. Hein. Je voyais tout à l'heure dans le chat, malheureusement, le crédit apporté à la parole des ONG est remis en cause et on croit de moins en moins les scientifiques. Et la chose la plus déroutante pour ma génération, c'est qu'avant, on faisait intervenir Hubert Reeves pour parler de ces sujets, des sujets climat, etc. Il n'y avait pas de doute. Maintenant, vous avez vu ce qu'a fait le Covid. Le Covid a fait l'espèce d'hypertrophie narcissique des individus aujourd'hui qui pensent qu'ils peuvent juger d'un médecin, d'un scientifique. Et donc, voilà, c'est vrai que la communication est de plus en plus complexe parce qu'il faut faire de la pédagogie, il faut répéter, il faut se taire quand on a des publics qui sont tellement persuadés de ce qu'ils ont entendu dans leur propre tribu que vous ne pouvez pas passer, quoi. Ce n'est pas un problème uniquement
vécu au niveau de la communication environnementale, mais c'est aussi le cas des platistes, des antivax. Enfin, c'est un problème de fond. Un problème de fond. Qui Et est c'est très dur surtout, je pense que c'est aussi la société, l'émanation de ces réseaux sociaux dans une société de plus en plus éclatée qui fait que à chacun sa vérité. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez cette pièce de Pirandello qui est magnifique. À chacun sa vérité, qui est une pièce qui doit dater de 1950. Voilà, à chacun sa vérité. Mais sur l'impact, sur les sujets de la transition écologique, il y a quand même le GIEC qui a quand même réussi à créer un consensus mondial. On devrait, entre Français sur Facebook, réussir à s'en approcher un jour. On espère. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nos panélistes? Je vois Orlan qui posait la question, est-ce que le terme éco-événement fait partie des allégations environnementales interdites? Alain ou Roxane? Pas si c'est un sujet que vous connaissez. Interdite, a priori, je dirais que non. En revanche, j'insiste, il faut encore une fois se poser la question de ce que vous mettez derrière éco-événement. Et est-ce que, à partir du moment où votre information n'est pas fausse, est-ce que ce que vous communiquez sur votre éco-événement est vérifiable derrière? Vous devrez être bon. Mais en tout cas, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas la première sanction de la mention éco-événement ne doit pas être utilisée. Mais faites attention à ce que vous mettez derrière, par contre. Oui, et puis pour un petit rajout, c'est un terme qui a été adopté par l'ADEME il y a très longtemps. Maintenant, l'ADEME préfère qu'on utilise éco-socio-événements. Hein. Donc, voilà, essayons plutôt de parler de ces impacts, ces deux impacts qui sont souvent étroitement liés. Il y a Green Événement qui a fait un référentiel qui est très bien fait, Oui. qui est plutôt une source d'ailleurs, hein, dans lequel vous pouvez vous inspirer pour être sûr de prendre en compte vraiment ce qui est important et de rien oublier. Oui, ou l'outil ADER de l'ADEME qui est lourd, mais qui est vachement bien fait aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main ou les poser directement dans le Q&A. Parce qu'on approche de la fin de cette table ronde. Noël, moi j'ai vu qu'il y avait deux questions dans une question de la part de Véronique. Donc la première, c'était sur la disposition qui interdisait biodégradable. Et la deuxième, c'était sur les scopes qui étaient pris en compte dans le bilan de gaz à effet de serre en cas d'allégation sur la neutralité carbone. Alors le texte nous dit que ce bilan doit prendre en compte les émissions directes et indirectes. Donc, a priori, on irait jusqu'au scope 3 et ensuite, dans le décret, ils font référence à une norme AFNOR justement pour réaliser ce bilan de GES. Je n'ai pas vérifié la norme, mais je vous invite à aller la regarder et vous aurez certainement vos réponses.